Qu'est-ce qui pourrait amener un équipage de conduite à gérer une situation d'urgence d'une manière presque complètement opposée à celle pour laquelle il a été formé? Cet avion, plongeant dans la nuit enneigée, a bouleversé l'industrie aéronautique américaine, mais était-ce pour de bonnes raisons? Restez avec nous. L'histoire du vol Colgan Air 3407 s'est déroulée le 12 février 2009. C'était une journée d'hiver très venteuse et froide à l'aéroport de Newark, et à cause du vent, l'aéroport subissait d'importants retards au sol. Les pilotes et l'équipage devaient d'abord effectuer 2 vols avant d'assurer le vol 3407 vers l'aéroport de Buffalo-Niagara Falls. Ces vols avaient été annulés à cause de la météo et de longs retards au sol. Cela signifiait que l'équipage n'avait désormais plus que 2 vols à effectuer au lieu de 4, et la compagnie leur a demandé de se présenter à l'aéroport beaucoup plus tard, vers 18h10 le soir. Les 2 pilotes affectés au vol étaient basés à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, mais ne vivaient pas dans la région. Ils travaillaient sous ce qu'on appelle un contrat de navetteur, ce qui signifiait qu'ils vivaient et passaient leur temps libre dans des villes complètement différentes aux États-Unis, mais ils étaient censés se rendre à leur base et commencer à travailler à partir de là au début de leur période de service. Il revenait aux pilotes de s'assurer qu'ils avaient eu suffisamment de repos avant de se présenter en service et, puisqu'ils étaient officiellement basés à New York, aucun hébergement à l'hôtel n'était fourni par la compagnie sur place. Des hôtels leur étaient fournis lorsqu'ils passaient à la nuit dans d'autres escales pendant leur service, ce qui représentait généralement la majorité des nuits. Et cela signifiait que la plupart des pilotes qui travaillaient avec ce type de contrat chez Colgan Air logeaient soit à l'hôtel, soit dans ce qu'on appelait un crash pad. Il s'agissait d'un petit appartement partagé avec d'autres pilotes pour réduire leurs frais. La salle d'équipage que la compagnie aérienne mettait à disposition à Newark était équipée de fauteuils inclinables confortables, mais Colgan Air interdisait formellement aux pilotes d'utiliser la salle d'équipage pour y passer la nuit. Mais même si c'était le cas, les registres montrent que le commandant de bord de cette histoire, qui avait déjà effectué des vols la veille de l'accident, a probablement passé la nuit dans la salle d'équipage d'après les observations faites par d'autres membres d'équipage. En raison du fonctionnement des salles d'équipage, avec des équipages qui se relaient et leur briefing, il est peu probable que le commandant de bord ait eu un repos de qualité la nuit précédant l'accident. La copilote devait commencer son premier jour de service le 12 février. Elle avait donc voyagé de son domicile à Seattle jusqu'à Newark avec une escale à Memphis. Son vol au départ de Seattle avait quitté l'aéroport à 19h51, heure normale du Pacifique, dans la soirée du 11 février, et était arrivé à Memphis à 2h30, heure normale de l'Est. Elle avait ensuite dû attendre un second avion cargo qui a décollé en direction de Newark à 4h18 et est arrivé 2 heures plus tard. On dit qu'elle a dormi presque tout le temps durant ces 2 vols et, interrogée par un membre d'équipage sur ses plans avant sa prise de service, elle a répondu qu'un canapé de la salle d'équipage de Newark l'attendait. Cela signifiait qu'aucun des 2 pilotes qui devaient assurer le vol 3407 n'a bénéficié d'un repos de qualité avant le vol. Et en plus de cela, la copilote a également commencé à présenter quelques symptômes d'un léger rhume la veille du vol, mais elle ne pensait pas que c'était suffisamment grave pour envisager de se déclarer malade. L'appareil que l'équipage allait piloter était un bombardier Dash 8Q400, un avion à turbopropulseur. C'était un avion moderne à aile haute conçu pour transporter un maximum de 74 passagers et 4 membres d'équipage. Le jour de l'accident, l'appareil était signalé en parfait état de fonctionnement, sans aucun défaut technique. Il est arrivé à Newark avec un autre équipage à bord à 18h54, soit seulement 16 minutes avant l'heure de départ prévue du vol 3407. Cela signifiait que, dès le départ, le vol allait être retardé. Lors du briefing, les pilotes ont discuté des vents forts, des retards prévus et en ont informé l'équipage de cabine. Le temps de vol était prévu d'environ 53 minutes jusqu'à Buffalo et la météo à Buffalo indiquait des vents venant de 240 degrés à 15 nœuds avec une visibilité d'1,5 miles sous de faibles averses de neige, un ciel couvert à environ 1500 pieds et une température d'environ 1 degré Celsius. Des pilotes ont aussi signalé du givrage en vol entre 3000 et 14 000 pieds, mais le bulletin météorologique significatif, qui l'indiquait également, n'a pas été inclus dans le dossier de briefing. Les pilotes ont discuté de la météo et décidé que le commandant serait le pilote en fonction et le copilote, le pilote chargé de la surveillance.
Avant d'aller plus loin, il vaut aussi la peine de parler un peu du parcours et de l'expérience de ces deux pilotes. Le commandant de bord avait 47 ans et totalisait 3379 heures de vol, dont 1030 heures en tant que commandant de bord. Mais il n'avait effectué que 111 heures de vol sur le Q400. Il avait surtout volé sur un autre avion à turbopropulseur, le Saab 340, durant l'essentiel de son expérience. Maintenant, son parcours de formation était pour le moins irrégulier. Il avait raté 4 contrôles en vol de la FAA durant sa formation, dont son premier contrôle d'instrument, ainsi que les contrôles commerciaux mono et multimoteurs. Et aussi lors de sa première tentative pour obtenir la licence de pilote de ligne, et pendant ce dernier échec, il pilotait déjà le Saab 340 pour Colgan Air. Lors de ses contrôles en vol, il avait été approuvé à la deuxième tentative. Mais en plus de cela, il avait également reçu plusieurs évaluations de compétences et des notes insatisfaisantes lors de ses formations récurrentes chez Colgan Air, y compris lors de sa première qualification de commandant de bord sur le Saab 340. Lors de sa candidature chez Colgan Air, il n'avait informé la compagnie que d'un seul de ses échecs initiaux à la formation, et c'est important car Colgan Air n'autorisait qu'un seul échec pour que la candidature puisse être retenue. S'il leur avait parlé des autres échecs, sa candidature aurait été rejetée, mais il n'existait aucun système officiel en vigueur permettant à la compagnie aérienne de vérifier ces informations au moment de l'accident. Tous ces échecs, répartis tout au long de sa formation initiale et de sa carrière, dressent le portrait d'un pilote qui manquait probablement de certaines capacités. Mais rien n'indiquait que ce déficit de capacité avait un lien avec son nombre total d'heures de vol. C'est important de s'en souvenir. Lors de la transition du Saab au Q400, le commandant de bord avait reçu dans l'ensemble de bonnes appréciations, à l'exception d'une remarque d'un instructeur pendant son entraînement sur simulateur, qui indiquait qu'il avait tendance à surcorriger l'avion en roulis lors des exercices de récupération d'assiettes inhabituels. Les copilotes ayant volé avec le commandant ont affirmé qu'ils maîtrisaient l'avion et les procédures et qu'ils aimaient travailler avec lui. Le copilote avait 24 ans au moment de l'accident. Elle avait accumulé un total de 2244 heures de vol, dont 774 sur le Q400. Avant de rejoindre Colgan Air en 2008, elle avait été instructrice de vol. Elle n'avait échoué à aucun examen pratique de vol de la FAA, sauf à l'épreuve théorique de sa première qualification d'instructrice pour ses techniques d'instruction et non pour ses compétences de pilotage. Ses collègues la décrivaient comme une pilote très compétente et consciencieuse, parfois même au-dessus de la moyenne des autres copilotes ayant une expérience similaire. Quoi qu'il en soit, les deux pilotes s'entendaient très bien et ont sûrement eu le temps de mieux se connaître en attendant de commencer à voler après l'annulation des 2 premiers vols. Lorsque l'avion est finalement arrivé, l'équipage s'est dirigé vers l'appareil et le commandant de bord a commencé à préparer le cockpit pour le vol pendant que le copilote effectuait la visite pré-vol. Les 2 membres d'équipage de cabine ont commencé à embarquer les 45 passagers prévus pour le vol, puis ils ont fermé les portes et ont signalé qu'ils étaient prêts à partir. À 19h30, les pilotes ont reçu leur autorisation de départ du contrôleur aérien et 15 minutes plus tard, ils ont demandé le repoussage et la mise en route des moteurs. Mais en raison du trafic important devant eux, ils n'ont reçu l'autorisation de commencer à rouler qu'après 45 minutes à 20h30. Une fois qu'ils ont finalement été autorisés à procéder au repoussage, l'équipage s'est retrouvé en 20e position dans la file d'attente pour le départ. Cela signifiait qu'ils allaient devoir faire face à un très long délai supplémentaire au sol et les pilotes ont passé ce temps à discuter de choses personnelles pendant qu'ils roulaient lentement vers la piste. Il convient de mentionner ici que la phase de roulage est considérée comme une phase stérile du vol et que, pendant cette période, seules les questions opérationnelles et liées à la sécurité doivent être abordées dans le cockpit. La phase stérile du vol débute au repoussage depuis le poste de stationnement et dure jusqu'à 10 000 pieds en montée. Elle recommence ensuite à 10 000 pieds lors de la descente et se poursuit jusqu'à ce que l'avion soit stationné en toute sécurité à la porte d'embarquement. Selon les compagnies aériennes, les limites varient, mais l'essentiel est que l'histoire a montré que les discussions personnelles durant ces phases de vol peuvent provoquer des distractions dangereuses. C'est dû à la multitude de changements de mode, configuration, communication avec le contrôleur aérien et autres complexités survenant à ces moments. Étant donné que cet avion est resté bloqué près d'1 heure au sol, je comprends qu'ils aient un peu bavardé. Mais en lisant la transcription du CVR, il y avait beaucoup de conversations, plus que ce que j'ai vu dans n'importe quelle autre transcription. Et malheureusement, cela a probablement donné le ton pour le reste du vol.
Pendant le trajet vers la piste, la copilote a aussi utilisé son téléphone pour écrire à son mari. Comme expliqué dans mes vidéos précédentes, l'usage d'appareils électroniques personnels est strictement interdit pour des raisons similaires à celles de la phase stérile du vol. Mais quelque chose qui n'est pas interdit, c'est d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Durant le trajet vers la piste, la copilote a dit être prête à regagner sa chambre d'hôtel et le commandant a répondu qu'il était désolé pour elle. Elle éternuait et se raclait la gorge, montrant les premiers signes du rhume mentionnés précédemment. Finalement, l'avion est arrivé en tête de la file et le contrôle aérien a autorisé l'avion au décollage. Le commandant de bord a annoncé qu'il prendrait les commandes et à 21h18, il a augmenté la poussée et a commencé à accélérer sur la piste 22. Avant de poursuivre l'histoire, je souhaite partager un court message de mon sponsor qui soutient la création de ces vidéos. Comme vous le savez, j'adore les bonnes histoires vraies. Avant de continuer, je remercie notre sponsor, CuriosityStream, une plateforme de streaming par abonnement avec des milliers de documentaires à moins de 20 $ par an. Si vous aimez cette chaîne, vous apprécierez sûrement CuriosityStream qui propose des programmes sur la nature, l'histoire, la musique, le sport, la science, la technologie et l'aviation. En ce moment, je regarde une série originale intitulée Oddly Satisfying Science, présentée par Nick Ouas, et comme son nom l'indique, chaque épisode propose une expérience fascinante conçue pour vous épater. Par exemple, en expliquant comment les équipes médico-légales extraient l'ADN ou le fonctionnement des montgolfières. Ce que j'aime avec CuriosityStream, c'est l'ajout hebdomadaire de nouvelles émissions disponibles partout dans le monde sur presque tous les appareils, donc toujours des nouveautés à regarder. Alors rendez-vous sur curiositystream.com/montourpilote ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à profiter d'un accès illimité aux meilleurs documentaires et séries non fictionnelles du monde. Et puisque vous venez de ma chaîne, ils vous proposent une offre incroyable qui vous fera économiser 25%, soit un prix de seulement 14,99 $ par an. Cela revient à 1,25 $ par mois. Maintenant, poursuivons l'histoire. La montée s'est déroulée sans incident majeur et l'équipage a d'abord respecté les règles du cockpit stérile jusqu'à ce que l'avion atteigne une altitude de croisière de 16 000 pieds pour leur court vol en direction de Buffalo. Lors de la montée, l'avion a pénétré dans les nuages, ce qui, avec la température, a créé des conditions de givrage. Quand cela est arrivé, les pilotes ont suivi les procédures et activé le système anti-givrage de l'avion, actionnant probablement aussi l'interrupteur de vitesse de référence sur le panneau supérieur pour l'augmenter. L'utilisation de cet interrupteur va jouer un rôle crucial dans ce qui va se passer par la suite et pour le comprendre, nous devons maintenant aborder un peu d'aérodynamique. Pour que la portance soit générée, l'air doit s'écouler de manière fluide sur toutes les surfaces génératrices de portance de l'avion. Si cet écoulement est perturbé, la portance peut diminuer, causant des difficultés de contrôle, plus de traînée, voire le décrochage de l'avion. Un décrochage se produit lorsque la capacité de l'aile à générer de la portance diminue drastiquement. Cela peut arriver en raison d'une faible vitesse, d'une contamination, d'une forte charge en jet ou d'une combinaison de ces facteurs. Mais ce qui doit toujours se produire pour qu'un décrochage ait lieu, c'est que l'angle d'attaque critique soit dépassé. Alors, qu'est-ce que l'angle d'attaque? Eh bien, si vous regardez l'aile de côté, le centre du profil de l'aile correspond à ce que l'on appelle la ligne de corde de l'aile. Pour que l'aile génère plus de portance, elle doit augmenter son angle d'attaque par rapport à l'air venant en face, et l'angle d'attaque est la différence angulaire entre l'air venant en face et cette ligne de corde. Si vous avez déjà mis la main hors de la fenêtre de votre voiture et changé son inclinaison, vous avez ressenti l'effet de ce changement d'angle d'attaque. S'il y a de la glace présente sur l'aile de l'avion, cela peut rendre l'aile moins efficace et, par conséquent, l'aile pourrait décrocher à un angle d'attaque plus faible que si l'aile était propre. Quel est donc le lien entre tout cela et cet interrupteur mentionné? L'interrupteur de vitesse de référence signale à l'avion qu'il vole en conditions givrantes et lorsqu'il est réglé sur la position augmentation, le système d'alerte de décrochage, le vibreur de manche, s'activerait à un angle d'attaque plus faible pour donner au pilote un avertissement plus précoce d'un décrochage potentiel. Il est important de préciser ici que cela ne signifie pas réellement que l'aile est en train de décrocher. Cela ne fait que réinitialiser le réglage du système d'alerte et ce fait va devenir très important très bientôt. Une fois l'avion stabilisé en croisière, l'équipage a discuté sans interruption des conditions à la maison et des politiques de la compagnie.
La phase de croisière n'étant pas officiellement stérile, cela était théoriquement acceptable. Cependant, il faut toujours privilégier le travail, même en croisière, pour éviter que des tâches importantes ne soient repoussées et n'alourdissent la charge plus tard. Durant la croisière, seuls quelques bâillements de l'équipage interrompèrent la conversation, signe possible de fatigue, mais les pilotes restaient vigilants. Le commandant de bord, par exemple, signalait le trafic croisé et le copilote, qui consultait le carnet technique, a remarqué une petite omission commise par un équipage précédent. Avant d'atteindre le point programmé de début de descente, le copilote a écouté la météo automatique de Buffalo, confirmant les prévisions reçues plus tôt. La visibilité était correcte avec quelques chutes de neige dans la région et des vents légers à rafales venant de l'ouest. Le commandant a indiqué qu'ils auraient sans doute une approche ILS sur la piste 23 et utiliseraient les volets 15 pour atterrir. Mais il n'a pas commencé son briefing d'approche à ce moment-là. À la place, le copilote a saisi les données de performance requises dans leur système de liaison de données et les a envoyées à une société appelée Aerodata, qui allait calculer les performances pour eux. Lorsqu'elle a fait cela, elle a omis la partie du message destinée à informer Aerodata que l'avion volait dans des conditions givrantes. Ensuite, Aerodata renvoie les vitesses de référence et les performances à l'équipage, et les vitesses qu'ils ont finalement réglées étaient une vitesse de référence à l'approche de 118 nœuds et une vitesse de référence pour la remise de gaz de 114 nœuds. Maintenant, si elle avait informé Aerodata des conditions givrantes, la vitesse de référence à l'approche aurait été automatiquement augmentée de 20 nœuds, afin de tenir compte de la vitesse de déclenchement du vibreur de manche plus élevée dont nous avons parlé précédemment. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. À 21h56, le copilote a dit au commandant de bord que ce serait peut-être mieux pour mes oreilles s'il commençait à la descente un peu plus tôt et descendait un peu plus lentement. Le commandant a accepté et après avoir prévenu le contrôleur, l'équipage a amorcé une descente à 11 000 pieds. 7 minutes plus tard, l'équipage a été transféré au contrôleur d'approche de Buffalo qui leur a donné le calage altimétrique local et leur a demandé de se préparer pour une approche ILS sur la piste 23. À ce moment, lors de la descente, le commandant a commencé son briefing d'approche. Pendant le briefing, l'avion a été autorisé à descendre à 6 000 pieds et à 22h06, l'avion est passé sous les 10 000 pieds, ce qui signifiait qu'ils étaient à nouveau en phase stérile de vol. Le commandant a poursuivi son briefing en reconfirmant les vitesses d'approche, sans évoquer le givrage ni la position de l'interrupteur de vitesse de référence. Il est possible que l'équipage, ayant activé plus tôt l'augmentation de la vitesse de référence, ait simplement oublié ce détail. L'équipage a été autorisé à descendre à 4000 pieds et le commandant a demandé à la copilote comment allaient ses oreilles. Elle a dit qu'elles étaient bouchées et se débouchaient par à-coups. Aux alentours de 22h10, la copilote a demandé au commandant de bord s'il voyait de la glace de son côté du pare-brise et il a répondu que oui, il en voyait. La copilote a alors commenté qu'elle avait beaucoup de glace de son côté, puis ils ont tous les deux commencé à discuter de leurs expériences précédentes avec le givrage. Cette conversation n'avait rien à voir avec le vol qu'ils étaient en train d'effectuer, il s'agissait plutôt d'un échange d'anecdotes. En réalité, des tests effectués plus tard lors de l'enquête ont montré que la quantité de glace accumulée par l'avion à ce moment-là avait peu ou pas d'effet sur son aérodynamisme et ses performances. L'avion se comportait presque comme un avion sans givre, donc le givrage en lui-même n'était probablement pas un problème. À 22h12 et 18 secondes, le contrôleur d'approche a autorisé l'avion à descendre à 2300 pieds, qui était l'altitude d'approche initiale pour l'ILS, et également à virer sur un cap de 330 degrés. Le copilote a accusé l'instruction, le commandant l'a répété, puis ils ont continué leur discussion sur le givrage. L'avion se rapprochait maintenant de l'ILS et il maintenait toujours une vitesse d'environ 180 nœuds. En plus de cela, la checklist de descente et d'approche restait à faire, alors qu'ils auraient dû la réaliser bien plus tôt. Le commandant de bord s'en est rendu compte à ce moment-là et a demandé que la checklist soit effectuée. La checklist de Colgan Air à l'époque ne prévoyait pas de vitesse d'approche différente en cas de givrage. Cela, ajouté au fait que la charge de travail commençait maintenant à augmenter, a fait qu'aucun des pilotes n'a remarqué l'écart entre la vitesse d'approche qu'ils avaient sélectionnée et la position de l'interrupteur de vitesse de référence. L'avion s'est maintenant stabilisé à 2300 pieds et le contrôleur d'approche de Buffalo a demandé à l'équipage de tourner davantage à gauche sur un cap de 310 degrés.
Le commandant a demandé la sélection des volets 5. Pendant ce temps, le contrôleur lui a demandé de virer davantage à gauche sur un cap de 260 degrés et les a autorisés pour l'approche ILS piste 23. Le copilote a confirmé 260 degrés, et comme ils étaient maintenant à moins de 3 miles du point où ils ont été autorisés pour l'ILS, ce qui est assez proche de la piste 23, ils devaient décélérer rapidement afin d'établir une vitesse d'approche stabilisée. Décélérer n'est généralement pas un gros problème pour un avion à turbopropulseur comme le Q400. En modifiant le pas de l'hélice, on peut augmenter considérablement la traînée, ce qu'a fait le commandant de bord à ce moment. Il a ramené les manettes de puissance presque au ralenti, et pendant qu'il faisait cela, le contrôleur d'approche leur a demandé de contacter la tour de Buffalo. Le copilote a accusé réception de cette instruction et ce fut le dernier contact que le contrôle aérien eut avec le vol Colgan Air 3407. Le commandant a alors demandé la sortie du train d'atterrissage et mis les manettes de condition d'hélice en régime maximal. La vitesse baissant, le pilote automatique a ajouté une légère compensation à cabrer pour garder l'altitude. Cela signifiait que l'angle d'attaque de l'avion augmentait désormais. À 22h16 et 21 secondes, le copilote a confirmé que le train d'atterrissage était sorti, que la vitesse était maintenant d'environ 145 nœuds en diminution et que l'avion maintenait 2300 pieds en attendant d'intercepter le plan de descente. Si les pilotes avaient surveillé attentivement leurs écrans de vol principaux à ce moment-là, ils auraient vu comment les Barber's Poles, l'indication de basse vitesse qui signale l'apparition d'une alerte de décrochage, montaient de plus en plus haut sur leur indicateur de vitesse. Mais aucun des pilotes ne semblait avoir remarqué cela. Le commandant de bord demanda alors de sélectionner les volets à 15 et, au même moment, un message « glace détectée » apparut sur l'affichage moteur, mais il n'est pas certain que quelqu'un l'ait réellement remarqué. Cela aurait pu servir de dernier rappel concernant le sélecteur de vitesse de référence et sa position. Le copilote a déplacé le sélecteur de volet jusqu'à la position volet 10, où il y avait un petit cran qu'elle devait franchir pour sélectionner les volets 15, mais elle n'a jamais atteint la position volet 15. Parce qu'à 22h16 et 27 secondes, la vitesse était descendue à 135 nœuds et l'angle d'attaque avait atteint le seuil de givrage préprogrammé. Le vibreur de manche s'est soudainement activé, provoquant probablement la surprise immédiate de l'équipage. Il est important de préciser ici que l'avion n'était pas en décrochage, ni même proche de l'être à ce moment-là. L'enquête qui a suivi a montré que la glace accumulée sur l'avion à ce moment-là n'a pas affecté ses performances. Ainsi, la seule raison pour laquelle le vibreur de manche s'est activé ici, c'est parce que l'équipage avait augmenté le réglage de la vitesse de référence en même temps qu'ils essayaient de ralentir jusqu'à une vitesse de référence d'approche qui n'était pas adaptée aux conditions de givrage. Quand le vibreur de manche s'est activé, le pilote automatique s'est déconnecté comme prévu. Le commandant de bord a réagi à cela en tirant sur ses commandes et en ajoutant également un peu de poussée, mais pas la poussée maximale. Cette traction soudaine sur le manche à balai a immédiatement augmenté la charge en G sur les ailes et, lorsque vous faites cela, vous augmentez encore l'angle d'attaque de l'aile, la rapprochant d'un décrochage réel. C'est la raison pour laquelle la première chose que tout pilote doit faire lorsqu'il reconnaît le début d'un décrochage est de piquer du nez pour réduire l'angle d'attaque et soulager les ailes. Après cela, vous pouvez envisager de réduire l'inclinaison ou d'ajouter de la poussée si nécessaire, mais soulager les ailes doit être la toute première action à effectuer. C'est l'une des premières choses apprises en formation de pilote et rappelées tout au long de la carrière. Pourquoi le commandant de bord a-t-il alors tiré sur le manche, faisant l'inverse de son enseignement? Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais c'était sans doute lié à la formation des pilotes de ligne à l'époque. Lors de la formation et des vérifications en simulateur, la priorité était donnée à la réduction de la perte d'altitude pendant l'approche et la récupération du décrochage. Si un pilote perdait plus de 100 pieds pendant la manœuvre, cela pouvait être enregistré comme un échec lors du contrôle en vol. Nous avons vu un autre exemple d'influence sur l'équipage lors de l'accident de Pinnacle Airlines que j'ai aussi couvert sur cette chaîne. Je mettrai un lien à la fin de la vidéo. Mais le Q400 était aussi un avion très performant et avait démontré qu'il pouvait sortir d'un décrochage imminent simplement en ajoutant de la puissance et en maintenant le nez plus ou moins à l'horizontale. Il est donc possible que le commandant de bord ait pensé à cela quand l'alerte soudaine du vibreur de manche est apparue.
En réalité, sa manœuvre de cabrage brusque a en fait provoqué le décrochage que l'alerte était censée éviter. Ce décrochage a provoqué un roulis rapide, d'abord de 45 degrés vers la gauche, puis de nouveau vers la droite. À ce moment, une autre fonction du système anti-décrochage de l'avion s'est activée, le pousse-manche. Un pousse-manche fait ce que son nom suggère. Il pousse le manche à balai vers l'avant pour réduire rapidement l'angle d'attaque si les pilotes ne le font pas. Le pousse-manche s'active lorsqu'un décrochage réel est détecté, ce qui était le cas ici, mais au lieu de permettre à l'avion d'abaisser son nez, le commandant de bord a résisté en tirant encore plus sur le manche à balai. Encore une fois, c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire. Pendant que cela se produisait, la copilote, qui avait probablement la main sur le sélecteur de volets, a décidé de rentrer les volets. Elle a fait cela sans aucune instruction du commandant de bord et alors que la vitesse était tombée à environ 100 nœuds. La rentrée des volets faisait partie de la procédure de récupération, mais uniquement lorsque la vitesse avait suffisamment augmenté pour le permettre et seulement sur instruction du pilote aux commandes. La rentrée rapide des volets avec cette assiette a fortement aggravé la situation, alors qu'ils servent à augmenter la portance à basse vitesse. Il reste difficile de comprendre pourquoi elle a agi ainsi sans instruction. Elle a sans doute été aussi surprise que le commandant par l'alerte soudaine du vibreur de manche et la situation critique, essayant simplement d'aider ou retombant peut-être dans ses habitudes d'instructrice sur monomoteur. La situation faisait que l'équipage, par manque de conscience et de coordination, créait une grave situation critique à partir de rien. L'avion volait parfaitement bien avant cela et la seule chose qui s'était produite était, en réalité, une alerte de vibreur de manche erroné. L'avion s'est alors incliné jusqu'à 105 degrés vers la droite avant de commencer à revenir vers la gauche. Le nez de l'avion a continué à s'abaisser, tandis que le commandant de bord tirait sur les commandes alors que le pousse-manche s'est activé une seconde fois. Sur l'enregistreur des conversations du cockpit, on entend le commandant grogner en tirant à contre-courant du pousse-manche. Le roulis a atteint 35 degrés vers la gauche, puis l'avion est reparti en roulis vers la droite. Le copilote a demandé au commandant s'il voulait rentrer le train, qui a crié « Rentre le train, bon sang !» L'avion avait maintenant atteint une inclinaison de 100 degrés à droite et une assiette à piquer de 25 degrés lorsque le manche à balai s'est activé pour la troisième et dernière fois. La combinaison de ces facteurs a provoqué une chute rapide dont l'équipage ne s'est pas remis. La dernière chose entendue sur l'enregistreur de voix du cockpit fut le commandant de bord déclarant « On est au sol », puis un bruit sourd lorsque l'avion a percuté une maison individuelle à 22h16:54. Les 49 passagers et membres d'équipage, ainsi qu'une personne à l'intérieur de la maison, ont péri dans l'accident. L'accident est dû au non-respect des procédures de cockpit stériles par les pilotes, les faisant manquer les signaux annonçant l'alerte de basse vitesse. La réaction inappropriée du commandant au manche vibrant, provoquant le décrochage, ainsi que la décision du copilote de rentrer les volets en pleine perte de contrôle, ont conduit à l'accident. L'équipe d'enquête a aussi examiné la formation et les échecs du commandant de bord, concluant que les compagnies aériennes devraient accéder plus facilement à ces informations avant d'embaucher un pilote. Ils ont aussi conclu que la formation sur simulateur des pilotes concernant l'approche du décrochage et la récupération devait être améliorée, ainsi que les démonstrations du pousseur de manche, souvent mal comprises. Cet accident et d'autres ont mené à un module de formation sur simulateur, désormais obligatoire pour tous les pilotes de ligne, axé sur la prévention et la récupération des pertes de contrôle. Parmi les autres changements importants issus de cet accident, il y a eu un examen plus approfondi de la manière dont les compagnies aériennes autorisèrent les pilotes à utiliser des contrats de navette et de l'impact que cela pouvait avoir sur leur niveau de fatigue. Mais une chose qui n'a pas été mentionnée dans les conclusions ni dans les recommandations issues de cet accident, c'est l'établissement d'un nombre minimum d'heures de vol nécessaires pour commencer à travailler en tant que pilote de ligne. Au contraire, les recommandations insistaient surtout sur une bonne formation, une conception adaptée de l'avion et l'importance des compétences de base des pilotes. C'est pourquoi je trouve particulièrement intéressant que la principale conséquence durable de cet accident ait été la mise en place, aux États-Unis, de la règle des 1500 heures.
Cette règle, avec quelques exceptions, exige que les pilotes aient un minimum de 1500 heures de vol au total et une licence de pilote de ligne avant d'être autorisés à exercer en tant que pilote dans le transport commercial de passagers sur des avions lourds. Cela peut sembler être un excellent moyen de s'assurer que les pilotes sont expérimentés avant d'être autorisés à transporter des passagers, mais en réalité, cela ne garantit que très peu la compétence réelle de ces pilotes. Rappelez-vous, les 2 pilotes impliqués dans cet accident avaient plus de 1500 heures de vol au total, et le copilote avait passé de nombreuses années en tant qu'instructeur, acquérant exactement le type d'expérience que la plupart des pilotes aux États-Unis doivent désormais obtenir pour atteindre ces 1500 heures. En Europe, un élève pilote peut être embauché directement à la sortie de l'école de pilotage avec seulement 250 heures de vol au total, à condition qu'il réponde aux exigences strictes de compétences de la compagnie aérienne et qu'il soit capable de suivre la formation afin de réussir les tests de compétences requis. À ma connaissance, la règle des 1500 heures n'a pas augmenté la sécurité de manière mesurable, mais elle a contribué à créer une pénurie de pilotes et beaucoup de stress financier pour de nombreux nouveaux pilotes aux États-Unis. Maintenant, regardez cette vidéo vraiment intéressante ou cette playlist si vous voulez enchaîner avec d'autres vidéos d'accidents. Merci de vous abonner si la chaîne vous plaît et de rejoindre mon équipe sur Patreon pour soutenir mon travail. Passez une excellente journée et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.